Bonsoir les amis de Cœur Valley. Nous sommes en direct sur Cœur Valley pour un mardi en lumière, le mardi 14 avril. Donc, si vous êtes là, faites un signe, comme ça je sais que vous êtes là. Vous m'entendez? Salam alaikum, bonsoir. Alors, donc on peut commencer. On est déjà connecté. Donc, un nouveau mardi en lumière. Donc, voilà. Ce soir, on continue à échanger à propos de la santé et à propos du mindset de la santé, à propos du retour à la bonne santé et surtout aussi à propos du protocole hybride orthomoléculaire et l'approche thérapeutique globale personnalisée du docteur Ilyes Barli qui est notre invité ce soir pour bénéficier de ses enseignements, de ses connaissances et s'enrichir justement de ce savoir et de ces informations afin de retrouver la bonne démarche, afin de retrouver plutôt la bonne direction qui est spécifique à chacun pour sa décision ou sa démarche vers la bonne santé. Donc, sans plus tarder, j'invite le docteur Ilyes Barli qui... avec sa belle énergie et sa bonne humeur et sa présence. Bonsoir. Bonsoir Ilyes. Finalement, aujourd'hui, c'est la couleur de la Tunisie, hein, le rouge et le blanc. Et rien n'était programmé. Voilà. Ah oui, tout à fait, justement. Comment on appelle ça? Je tiens à préciser aux personnes qui nous suivent qu'on ne programme rien avec Ilyes et ça tombe toujours avec une harmonie et ça tombe toujours avec une synchronisation, que ce soit des couleurs ou que ce soit même des sujets. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette même résonance, cette même alignement, ce même accord en fait, qui ne fait que rajouter c'est-à-dire de l'ambiance agréable et surtout une belle présence. Donc voilà. Bienvenue Ilyes, comme d'habitude Merci. pendant ce mardi en lumière, ça devient une très belle habitude. Moi aussi, j'ai toujours hâte à ce que ce mardi arrive à 21h. Comme ça, on passe vraiment de très bons moments ensemble à parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, qui nous intéresse aussi puisque nous consacrons une bonne partie de notre temps, de notre vie à, à, à y contribuer pour que les choses aillent mieux pour nous et pour les autres, et que justement ce sujet intéresse vraiment une grande population, si c'est pas tout le monde, parce que ce soit malade ou en bonne santé, la santé c'est une valeur universelle et qu'on gagne tous à, à la regarder en tout cas à sa juste valeur et surtout à la prendre en considération tant dans la prévention que dans le retour, en tout cas la guérison et le retour à la bonne santé. Donc voilà. Ce soir, en fait, ça fait quelque temps que je poste sur Cœur Valley le sujet de la résistance. On a commencé par, euh, on a commencé par le sujet de l'innovation parce que le protocole hybride, c'est un protocole innovateur. Et donc, toute innovation fait face certainement à des résistances, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu c'est-à-dire personnel, donc au niveau des patients.
Et en cheminant comme ça dans le sens profond de la résistance, de le sens profond de la non-acceptation, ben, on se retrouve aussi dans la notion de la résistance au changement et surtout aussi dans la résistance au traitement. Donc, on voit certainement, en fait, même si en apparence, les patients te disent non, 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 mais moi, je veux guérir. Non, mais moi, je suis vraiment là. Si je suis là, c'est pour guérir. Si je suis là, si je suis en train de faire le nécessaire, de prendre des médicaments, de vous écouter, c'est pour guérir. Mais ce n'est pas forcément la réalité de son subconscient, ou ce n'est pas forcément ce qu'il est en train de dire à son subconscient. Donc aujourd'hui, on va parler résistance au traitement. C'est un sujet fort intéressant. C'est un sujet très sensible et j'invite tout le monde, que ce soit professionnel ou patient ou citoyen, à bien être attentif à ce qu'on va échanger parce que c'est vraiment euh, qui fait, en fait, c'est ce qui fait la différence en fait dans les résultats de la démarche. Docteur Ilyes, la Oui, résistance au traitement. ben, c'est un thème qui est, je dirais même central, hein, Mm. parce que souvent, quand je reçois des patients, j'ai toujours cette question qui fait sursauter, hein, qui crée ce temps d'arrêt, ou bien même cette phrase, pardon, docteur, c'est-à-dire c'est comme si la question n'était pas bien saisie. Alors, et je pose cette question, est-ce que ça ne vous dérange pas de récupérer pleinement votre propre santé? Et donc, la personne prend un moment de réflexion, mais elle me dit, mais bien sûr que ça ne me dérange pas. Je dis non, mais donc, si ça ne vous dérange pas, est-ce que ça vous fait plaisir déjà? Et après, on rentre dans un débat pour expliquer que toute maladie est une conversion du corps qui prodigue des avantages sociaux, familiaux, professionnels. Et donc, tant que la personne tire profit de la maladie quelque part, sur un plan personnel, familial, sociétal, professionnel, ou plus, hein, même, euh, le subconscient prend en considération qu'il y a une mission qui a été accomplie. Et donc, il faut entretenir cet état de grâce quelque part, cet état de bien-être, ça dépend de l'objectif social, familial, relationnel. Et donc, si la personne ne prend pas conscience que le subconscient répond à des attentes, à un message interne, et que à un instant de la vie d'une personne, il faut qu'elle prenne conscience qu'à un moment, euh, elle doit dire à son subconscient merci d'abord, parce que bon, il a fait le meilleur. J'ai donné les exemples d'une maman qui s'effondre quand ses deux fils se bagarrent. Et donc, c'est le subconscient qui crée cette chute qui va permettre, en l'amenant vers l'hôpital, de se réconcilier sans avoir à se réconcilier. Donc, le subconscient peut avoir, et son rôle, c'est assurer l'instinct de survie et perpétuation de l'espèce. Donc, à un instant, il faut dire à son subconscient merci, mais je désire acquérir ce que j'ai acquis avec la maladie, avec ma personnalité et avec la plus-value que je peux recevoir, la négation. Parce que dans le subconscient, euh, être malade, ça veut dire tout le monde est là. Tout le monde est là, personne ne va s'excuser, personne ne va utiliser un alibi, personne ne va dire non, je ne peux pas. Et pourtant, ça peut être le cas. Alors que invité, par exemple, à une réunion de famille, par exemple, en bonne santé, ben, on peut avoir une ou deux personnes qui va dire non, ce week-end, voilà, on a un spectacle, on a une sortie, on est invité. Donc, quelque part, le,
le subconscient est là pour répondre à votre langage intérieur. D'ailleurs, on dit que le subconscient n'écoute pas les vis-à-vis. Il écoute ce que vous allez reproduire dans votre langage intérieur. Et à un moment de la vie, une personne doit savoir. Et ce qui est important, à l'instant où on sait, on sait. Et ce n'est plus jamais comme avant. Mais pour avoir ce déclic, d'ailleurs, cette citation, elle est du docteur Hugh Riordan, le fondateur de la clinique Riordan il y a 50 ans exactement, dans le Wichita, au Kansas, c'est que au-delà des meilleures prises en charge thérapeutiques, si le patient ne décide pas lui-même d'aller dans un cheminement vers la bonne santé, en prenant la bretelle, euh, disons, c'est comme s'il est dans une autoroute vers la dégradation de la santé, mais à un moment, il prend les choses en main, il prend la bretelle pour aller dans ce cheminement vers la bonne santé. Certes, il y aura des supplémentations, certes, il y aura de la détoxication, voire un traitement antiparasitaire, ok, une thérapie nutritionnelle, mais l'essentiel, c'est qu'il puisse récupérer tous ses cœurs existentiels, donc son cœur professionnel, son cœur sociétal, personnel, financier, spirituel, agir avec le sixième sens, donc répondre à l'appel du cœur, dire oui, dire non en moins de 3 secondes, et enfin, écouter son corps. Quand le corps dit ben, il faut garer la voiture et faire un petit somme, ben, on le fait. Et donc, euh, finalement, c'est ce déclic qui permet d'aller vers cette réalité. Et parfois, les personnes qui qui ne sont pas prêtes, ben, parfois, on doit, parfois, ça peut exister, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon patient. C'est juste quelqu'un qu'on doit accompagner dans sa résistance. Mhm. D'abord, on lui dit, ben voilà, vous avez pris acte de ce qui n'est pas gérable sur le plan sociétal ou familial ou personnel. Et si vous n'êtes pas prêt, prenez le temps d'être prêt un autre jour et le temps voulu, le moment voulu, on pourra faire la démarche vers la bonne santé. Et donc, avoir ce courage d'avouer et de déclarer que la personne n'est pas prête, après échange, bien entendu, sans préjugés, hein, c'est pas avec les préjugés. Et faire parler le patient sur l'élément profond à l'égard de ses croyances, ben, c'est en lui-même hein, un élément très important. Moi, je me souviens, lorsque le 6 avril 2023, j'ai présenté à l'Institut national d'études stratégiques globales, qui dépend de la présidence de la République, mon approche thérapeutique intégrative. Il y avait des représentants de tous les ministères, de toutes les institutions. Et il y avait également ben, le doyen de la faculté de médecine d'Alger, qu'on salue, hein, euh, euh, qui m'avait dit à la fin de ma conférence, ben, émotionnel, existentiel, transgénérationnel, euh, permettez-moi d'avoir des réserves. Bon, c'est avec tout ce qu'il a géré dans l'enseignement, c'est de bonne foi sa réponse. Et donc, il restait 3 secondes pour conclure, hein? C'est-à-dire, il n'y avait plus de débat. Et donc, qu'est-ce que la phrase que j'avais citée? J'avais dit, je remercie tous ceux qui ont appuyé et qui m'encouragent dans mon approche thérapeutique. Et je remercie surtout ceux qui ont des réserves à l'égard de mon approche. Car par un esprit scientifique, ils cherchent à maîtriser les choses avant de devenir eux-mêmes des porte-flambeaux. Et je regardais le doyen de la faculté de médecine dans les yeux.
il se lève, bon, avec toutes les personnes qui se sont levées. Il m'a fait un salut de respect, comme ça, et il m'a dit, cette année, ben, la promotion n'aura pas lieu, c'est-à-dire sans la présentation de l'approche thérapeutique. Et il m'a invité à la faculté de médecine d'Alger pour présenter cette approche thérapeutique à tous les médecins. C'était, je pense, le 22 mai. Alors, c'était, voilà, de 2023. Donc, finalement, avant la remise des diplômes, donc il y a eu cette conférence. Donc, vous voyez, c'était même pas espéré. Et il était dans la résistance. Mais il y a également la résistance bienveillante, c'est-à-dire la personne bon, qui ne connaît pas déjà, qui commence à découvrir, qui a des réserves, qui veut un peu plus de preuves. Et donc, finalement, la réserve ou la résistance peut créer des cas où la personne devient un leader porte-flambeau. Alors que possible une personne qui est fan ou qui vous soutienne, bon, avec toute la bienveillance, il y a un rythme moyen. Mais la personne qui était dans la résistance et qui devient un porte-flambeau, ben, elle va vous étonner par les choses qu'elle peut faire. Et d'ailleurs, je me souviens, un jour, j'avais reçu une personne qui a même fait une vidéo témoignage après. Et elle était en chaise roulante, bon, elle avait un souci de sclérose en plaques. Et la personne, quand on a essayé de débattre quelques éléments sur le plan émotionnel, existentiel, elle m'a dit, sincèrement, je ne suis pas prêt. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt à me réconcilier. D'ailleurs, c'est une personne qui est de Tlemcen, qui est mariée à une dame de Guelma, donc frontière, et ils habitaient à Blida. Donc imagine, je dis, vous représentez toute l'Algérie. Mais ce couple avait du mal à s'imposer, que ce soit à Tlemcen, à Guelma et à Blida. Bon, ils se sont imposés, certainement, mais sur le plan existentiel, ce n'était pas évident. Et donc, il m'a dit, bon, je prends juste le côté biologique, je prends le côté nutritionnel, mais je ne suis pas encore prêt pour faire des pardons à l'égard de moi-même, voilà, à l'égard du regard que j'ai à l'égard de l'enfant qui est en moi. Et je dis, OK, je respecte, voilà, on fait comme ça. Et il m'a dit, ça sera quand le prochain rendez-vous? Non, le prochain rendez-vous, c'est à vous de le fixer, mais quand vous serez prêt. Et un jour, là, comme ça, il me contacte et il vient et on discute et il libère beaucoup de choses et il récupère progressivement sa santé. Il devient une personne qui organise les randonnées à Blida et vers le mont de Shrea. Donc, c'est une montagne assez. Il devient cycliste. Donc, en plus d'avoir récupéré sa santé, il devient une personne dynamique sur le plan donc des activités sociales. Et là, il fait même une vidéo témoignage donc qu'il a partagé, qui est toujours, je pense, sur les réseaux. Et il m'a dit, ben, finalement, c'est grâce à ma résistance que j'ai pu cheminer, parce que en comprenant sa résistance, il a compris où le bas blesse, on dit comme ça, où le bas blesse. Et j'ai mis du temps, certes, pour pouvoir accepter cet accompagnement, mais quand il l'a fait, je dirais qu'il a été efficace en une séance. Tout Parce à que fait. quand tout est bien fait, tout est fait. Tout Et à fait. parfois, quand tout n'a pas été fait, rien n'a été fait. Et c'est pour ça qu'il faut respecter donc la résistance dans ce sens. Voilà. Absolument, absolument. Il y a justement une remarque, un message, une intervention en fait de Rose Desévat que je trouve très intéressante par rapport à la notion de sécurité. En fait, des fois, la notion de sécurité se trouve dans la réalité actuelle, même si c'est une réalité qui présente une manifestation de maladie en fait. Hein. C'est-à-dire que la personne n'est pas prête de faire le pas
parce que c'est une notion de sécurité, bien sûr, illusoire, parce que c'est connu, c'est familier, euh, c'est c'est déjà concret, c'est du concret, tu vois. Mais la guérison reste plutôt un inconnu, reste surtout un espoir. Et tu vois, l'espoir, il y a une chance que ça se réalise, il y a une autre chance que ça se réalise pas. Sauf que là, on n'est pas dans cette notion d'espoir, d'espérer, de guérir. C'est une notion de décider de retourner à la bonne santé parce que ça existe déjà. C'est-à-dire que la version de la personne qui est en bonne santé où le corps jouit d'une intégralité de bonne santé existe déjà. Et là, c'est-à-dire que c'est tout le système de croyance qui va être ébranlé et même l'identité, c'est-à-dire qui suis-je sans la maladie, qui suis-je sans cette apparence biologique, cette apparence physique, cette apparence pathologique, si j'ose dire. Et donc c'est là à mon avis, c'est ça ce qui peut-être des fois génère une résistance inconsciente parce que c'est vraiment pas du tout concret pour le cerveau, donc c'est inconnu et du coup c'est un danger. Et donc le patient des fois le vit comme ça. Donc Oui, tout à fait. Et je dirais même que, euh, c'est-à-dire le message qu'apporte une maladie, c'est un message également de pleine conscience. Donc, quelque part, la conversion organique vers la maladie est un processus de genèse en lui-même. tout à fait. Et d'ailleurs, on dit que en moyenne, c'est-à-dire entre les éléments qui ont déclenché et le processus d'installation, il y a autour de 7 à 9 mois. C'est comme une grossesse, c'est Gestation, comme ouais. voilà, une gestation. Ouais. Et donc, finalement, c'est le fait à un moment de tirer la leçon. Par exemple, une personne qui n'aime pas, par exemple, son travail, par exemple, et qui est consciencieuse, donc elle ne s'absente pas. Le subconscient lui permet d'avoir une maladie pour avoir un arrêt de travail prolongé mérité, en pleine conscience et d'une manière consciencieuse. Et à l'instant où elle prend conscience que si elle va vers le cœur professionnel, ce qu'elle aime, ou bien récupérer le territoire dans son domaine professionnel. Souvent, on me dit ah, je ne suis pas dans le privé, je suis dans l'étatique, dans une institution, je ne peux toucher à rien. Je leur dis mais vous pouvez changer le lieu du porte-manteau, le décaler de quelques mètres, centimètres, ou bien même déplacer des petits éléments, certes par le drapeau, les choses institutionnelles, mais des choses comme ça. Et en le faisant en pleine intention, ben, le lieu vous appartient désormais. Donc, vous voyez que parfois, c'est la façon de voir les choses qui font la différence. Et également, par exemple, une personne qui avait des difficultés à lier une relation dans le couple ou dans la famille, qui est suite à une sciatalgie ou elle a plein le dos ou à une grippe, hein. Donc, elle tousse quelque part hein, pour dire que je suis là. Ben, elle va apprécier ces infusions avec un peu de miel, ce, 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 ce plat servi à même le lit. Et la grippe perdure. Et si personne ne prête attention, ben la personne en colère va se ressaisir après quelques heures. Donc vous voyez que finalement, quand on tire profit, la maladie prend place. Et quand la personne, ben, quelque part, ne cherche pas à prendre profit,
où son entourage ne lui permet pas de prendre profit, même si elle va avoir une certaine rancune, mais elle récupérera sa bonne santé quelque part. Tout Et à à fait. l'instant où la personne prend conscience que ces éléments relationnels, ben, en changeant de manière de communiquer, elle peut les avoir sans avoir recours à la maladie. Voilà. Moi, j'ai une question à toi, en fait, à poser. À quel moment on peut dire que le patient est en train de manifester une résistance au retour à la bonne santé, donc à retrouver la bonne santé? Est-ce que c'est, par exemple, au cours de la démarche où il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de signes cliniques ou de signes biologiques qui euh, reflètent en fait son retour à la guérison, ou plutôt c'est dès le départ, on sait que le patient résiste, donc on n'entame même pas le traitement. À quel moment en fait on peut dire que voilà. Non, mais en général, ça se passe pas comme ça. Ça se passe dans la démarche initiale. Par exemple, Mhm, ben, vous allez évaluer des choses, par exemple. Exemple, ça peut être non, je peux pas faire le taux de vitamine D. J'ai déjà bu une ampoule de vitamine D. Donc, il mhm, reste cartésien qu'il n'a pas besoin. Et il ne peut pas mhm, concevoir qu'un taux effondré de vitamine D peut être à lui-même une des causes de la maladie. Par exemple, beaucoup de problèmes de santé. Il a une dent, par exemple, entre guillemets plombée, donc un amalgame au mercure, par exemple de couleur noirâtre d'une certaine époque, hautement toxique, ou même l'esthétique ne posera pas de problème parce qu'il y a une dent de sagesse à côté. On l'invite à extraire cette dent ben, pour réduire l'empoisonnement au mercure, par exemple. Et là, il dit non. Non, je préfère la maladie, mais pas un trou. Donc, quelque part, on a des signes indirects. Ça ne veut pas dire que l'esthétique n'est pas importante, hein, ça c'est connu, son importance. Mais parfois, on sent où ça bloque. Ou bien, directement, quand on aborde certains sujets avec les patients, sur le plan quel a été le choc conflictuel, imprévu, vécu dans la solitude, 7 à 9 mois avant les premiers signes cliniques de la maladie. Et là, la personne, elle dit oui, oui, c'était horrible. Donc, je dis, sans demander hein, la chose, hein, parce que on n'est pas dans une psychothérapie analytique, on est dans un accompagnement neuro-émotionnel et dans une démarche de neurosciences. Je lui dis, est-ce que c'est possible de ridiculiser l'événement? Parce que le dangereux, pour être évident, accepté, doit être ridiculisé. mhm. Euh, la personne dit non, non, je peux pas pardonner, je peux pas ridiculiser, c'était trop blessant. Et dit, ben, mais c'était trop blessant au prix de ta santé. Ouais. Et donc, la personne peut te dire, je peux concevoir mon problème de santé, mais je peux pas concevoir de ridiculiser ce qui m'est arrivé, par exemple, en guillemets, de grave à une certaine époque. Mais quels que soient les événements de la vie, un événement reste un événement. C'est la Mhm. charge émotionnelle qu'on donne à cet événement qui en fait un événement heureux ou un événement positif ou négatif. Et même, je donne souvent cet exemple, si quelqu'un se fait percuter bon, par maladvertance au niveau de l'épaule par quelqu'un costumé 3 pièces, la personne se retourne et dit euh, est-ce que vous n'avez pas vu devant vous vous ne demandez pas pardon, c'est-à-dire on est à la tâche. Et pourtant, si un clochard nous percute, on dit oh le pauvre. Donc quelque part, pas sa posture ben, de clochard, euh, on a ridiculisé et même on a été bienveillant au prix Ouais. de donner des prières à son encontre. Alors que l'autre, bien beau, avec une chemise bien rose, un parfum dernière marque, il énerve parce que il est dans l'excellence. Donc il nous percute.
ben, on va exprimer. Donc, vous voyez que le subconscient, dans l'évidence, il ne peut pas euh, cheminer de... euh, il est impossible de pardonner euh, à, à quelqu'un Mhm. ou à l'égard d'un acte où on se pardonne nous-mêmes. Ça, Mhm. c'est la première des choses. On se pardonne nous-mêmes d'avoir donné de l'importance à une situation qui ne mérite pas ou à des personnes qui ne valent pas la chandelle quelque part. Et secondo, une chose dangereuse, on ne peut pas demander au vis-à-vis de la considérer comme évidente directement. Donc, c'est dangereux. Tu dis que c'est évident, tu auras la bonne santé. Non, ça ne marche pas comme ça dans le subconscient. Mais si on la ridiculise en pleine conscience, bah, par exemple, je connais l'humour de certaines personnes âgées, hein, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, que dans les fêtes, par exemple, si on leur sert pas le thé à temps, le marcroute, le grillage, ils vont dire, ah, je sais pas chez qui on est invité. Bah, il se met pas en colère, il utilise de l'humour, et là, il se fait servir rapidement. Ou bien il va dire, est-ce qu'on est invité chez une famille ou dans un poulailler? Donc, il ridiculise, et là, tout le monde est au service. Donc, finalement, ridiculiser euh, un événement, bon, l'événement dangereux n'existe pas, hein, finalement, mais c'est une vision. Mais ridiculiser l'expérience qu'on a donnée, ben, va créer l'évidence que, ben, on se pardonne d'avoir donné Tout de à fait. l'importance à l'époque à cet événement. Absolument. Donc voilà, Rose Desdevins dit, je disais cancer, ok, tu l'as montré, tu t'es montré, ou montre-moi ce que t'as à me montrer après 20 ans. Oui, c'est une belle citation qu'il faut breveter, hein, on la reprendra. C'est ça, exactement. Donc, ses amis lui disaient qu'elle avait du courage, mais elle a jamais eu du courage. Elle n'a jamais combattu le cancer. Elle l'a accepté parce que elle savait qu'il était là pour elle et pas contre elle. Ça Voilà. change tout, hein, ça change tout. En fait, le regard, justement, en fait, quand on change de regard, mais c'est ça tout l'essence de message qu'on est en train de partager, c'est vraiment quand on change de regard sur les choses commencent à changer. Donc, si on prend la maladie comme quelque chose qui est contre nous, ben, on va commencer certainement à la combattre parce que tout ce qui est contre nous, voilà, on va le combattre. Mais quand on prend la maladie comme une opportunité qui nous ramène vers nous-mêmes, et vers la vie qui nous attend en fait pour que on s'épanouisse, pour que on se réalise. Et c'est là ça devient un allié, ça devient plutôt comment on appelle ça, une bourse à trésors en fait, à se redécouvrir et à se révéler à travers cette épreuve-là. Mais et l'expérience, en fait, elle est différente, tout à fait différente dans les deux cas de figure. Donc vraiment, merci Rose pour tes témoignages. Donc elle est en rémission depuis 1 an Rose et des ce vents. que voilà Rose Devant, elle est en rémission depuis 1 an et ce que plus jamais elle ne reviendra, elle le sait vraiment. Donc voilà, oui vers la silicite finalement. Donc, c'est ça, en fait, le message, c'est intérieur, c'est vraiment un discours intérieur aussi. Il y a une certaine honnêteté avec soi qui est nécessaire pour pouvoir détecter à quel moment, en fait, on est prêt, à quel moment on n'est pas prêt. Et quand on est prêt, ben, tout simplement, ça devient une question de démarche et de pas. Ce n'est pas est-ce que pas, est-ce que pas. Ça devient une démarche avec une finalité claire. Donc, par contre, quand on détecte la résistance, comme tu l'as bien expliqué,
c'est vraiment le moment de ne pas entamer aucune démarche, parce que là, on va rentrer en conflit avec soi-même. C'est-à-dire, on va encore augmenter les gardes, on va encore renforcer le subconscient pour lutter. Et des fois, on peut aussi enfoncer l'état de maladie parce que c'est un conflit intérieur en fait qui est créé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, oui, tout à fait. Et Ilyes? il y a ça, et il y a également un détail très important. Parfois, la résistance existe dans l'entité du couple thérapeute-patient. C'est que, par exemple, une personne qu'on peut considérer qu'on est capable de la prendre en charge, alors que dans l'intrication quantique que vous avez créée, soit que ce patient rappelle au thérapeute un cas qui le concerne et il rentre en sympathie avec lui et il essaye de comprendre les parts de lui-même qu'il n'a pas résolues chez son patient. Et Hmm, là, c'est important de déclarer son incompétence hmm, et d'orienter ce patient vers un confrère ou une consoeur qui vont le prendre en charge. Parce que un accompagnateur doit être accompagné. ouais. Un patient, un thérapeute qui va libérer doit avoir été déjà libéré. Bon, même si quelqu'un fait les libérations, il reste toujours des parts de lui et qui ne sont pas libérées. Et finalement, en découvrant que le thème l'a un petit peu intrigué et lui a fait une montée d'émotions, ben déjà, le thérapeute peut prendre conscience que il peut se faire accompagner dans ce thème, par exemple. Par exemple, ce cas lui a rappelé, je sais pas, sa tante, sa grand-mère, son oncle. Déjà, donc il va comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été libéré. Il oriente ce patient et il se fait accompagner. Un. Hmm, Deuxièmement, parfois, euh, le, c'est-à-dire le patient lui-même peut ne pas être, pour des raisons de thématique à libérer, peut avoir besoin d'un autre thérapeute. Par exemple, même si vous êtes par exemple de la même ville ou assez proche, il y a ce droit de réserve qui existe naturellement dans notre culture et beaucoup de cultures, et donc possible en l'orientant vers une autre personne d'un autre continent, d'un autre pays ou d'un autre département, voire d'une autre religion. Pouvoir s'exprimer sans un préjugé s'il y a un préjugé, que ce soit un hmm. préjugé social, un préjugé, par exemple, religieux ou autre, Religieux. Hmm, ou épineux, un autre problème épineux, surtout, par exemple, des éléments par rapport à l'enfance, par rapport à l'harcèlement, aux attouchements, à tout ce qui peut nuire à une personne à un âge avancé. Et donc, possible qu'une dame peut avoir besoin d'une dame pour l'accompagner, par exemple. hmm, Ou le hmm. contraire, elle est accompagnée par une dame, mais non. Sa dame vis-à-vis lui rappelle toutes les souffrances des dames. Donc, elle aura besoin d'un thérapeute homme pour l'accompagner. Donc, il n'y a pas une règle précise, mais Hmm. il y a un décodage à faire à l'égard est-ce que ce, ce, ce couple thérapeute-patient est dans le cheminement d'accompagnement ou Tout à fait. bien il est dans dans l'expectative ou bien dans le dans un blocage quelque part à un niveau. Donc ça Ouais. ça doit le thérapeute, ben, c'est ce qu'on va partager du 1er au 2 mai à Tunis. Le thérapeute doit décoder ses compétences parce que avouer son incompétence, c'est Hmm, l'ultime compétence
pour permettre absolument. de faire avancer les choses. Voilà. Ouais, c'est très très important ce que tu soulèves là, Ilyes. Vraiment, c'est très important. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, je vais redire ce que j'ai bien reçu. C'est-à-dire que quand le patient présente une certaine résistance, ben il est pertinent que le thérapeute regarde chez lui dans la même thématique, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que s'il est interpellé, s'il y a une résonance sympathique, s'il y a quoi que ce soit, ben, c'est vraiment, on est dans le cas d'une intrication thérapeutique, on appelle cette intrication du couple thérapeute-patient, et à ce moment-là, l'ultime compétence, c'est d'avouer son incompétence et d'orienter son patient vers quelqu'un d'autre et se faire accompagner lui-même sur cette thématique parce que justement cette rencontre entre les deux et comme tu vois comme les balles de billard va réorienter chacun vers la bonne direction et chacun vers un renouveau dans sa vie. Donc c'est vraiment comment on appelle ça une bénédiction dans les deux cas, dans les deux sens. Donc et ça nécessite une certaine précision, une certaine honnêteté d'esprit de la part du thérapeute, une véritable présence, une véritable connexion par rapport à l'expérience de l'accompagnement et de la raison d'être de ce couple-là dans cette démarche-là. Donc voilà. Tout à fait. Et au-delà de ces éléments, il y a d'autres éléments qui sont très importants. C'est que la résistance en elle-même peut être consciemment, c'est-à-dire exister consciemment. Donc, le thérapeute ou le patient lui-même. Et j'adore, moi, j'ai beaucoup de patients et là, je les attends aux prochaines consultations avec grand sourire. Parce qu'ils vont sourire, ils vont dire, bon, à me libérer de ces deux dossiers-là, c'est pas évident. C'est possible plus compliqué que gérer la maladie. Donc là, au moins, c'est pas de la résistance. Ils ont accepté de ridiculiser leur situation et même leur résistance. Et Mm. donc, ça permettra à la prochaine prise en charge ben, de discuter le fond de ce sujet, mais une prochaine fois. Donc, c'est-à-dire faire les choses comme ça par étapes, parce que ben, c'est comme, on appelle ça les poupées russes. Pour arriver à la Mhm. petite poupée, ben, il y a la première, deuxième, pour aller vers l'être adolescent, l'être enfant et se réconcilier avec tous ces êtres que parfois ben, on n'a pas laissé exprimer pour des Mm. raisons de performance, pour des raisons de, de, de situations familiales, d'événements familiaux, à des âges de la vie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de cadrer cette résistance. Alors, autre chose que je voulais encore partager, c'est que parfois, il y a la résistance, par exemple, dans l'accueil d'un nouveau protocole, par exemple le protocole hybride orthomoléculaire, une approche thérapeutique intégrative. Et donc, pour ramener une ouverture de vision, et il faut aller dans une dynamique ben, de la croissance exponentielle. Par exemple, ben, il y a même pas quelques jours, donc du 8 au 10 avril, on a lancé la première promotion de médecins oncologues, médecins radiothérapeutes, médecins chirurgiens également, scénologues, au protocole hybride orthomoléculaire. Bon, on a été pratiquement une quarantaine, c'est déjà énorme. Et pour espérer un jour que tous les médecins oncologues à travers le monde intègrent en plus de leur protocole allopathique, hein, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie et chirurgie, d'intégrer ben, la thérapie nutritionnelle, hein, qui est
simple à concevoir, mais avec les nouvelles recommandations, la thérapie orthomoléculaire qui n'est qu'une compensation des déficits. Le déparasitage, parce que les cellules souches cancéreuses fonctionnent sur le plan énergétique de la même manière que les parasites, donc glycolyse, glutaminolyse. Donc, en faisant le déparasitage, on va prévenir les cancers ultérieurs, donc éliminer les cellules souches cancéreuses et faire l'accompagnement neuro-émotionnel, neuro-existentiel. Ben, on peut avoir au début des résistances, ce qui est tout à fait concevable parce que changer d'esprit, rajouter d'autres outils, nécessite, d'ailleurs, nécessite quoi? C'est l'exemple. Et d'ailleurs, l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'unique moyen. Et en voyant les résultats avec d'autres thérapeutes, avec d'autres médecins oncologues qui vont avoir moins d'effets secondaires, meilleurs effets thérapeutiques, de bonnes rémissions, les médecins oncologues vont l'un après l'autre dire, ah, moi aussi, je dois me former pour avoir de meilleurs résultats. Et comme ça, les choses ne peuvent se généraliser que sur 11 ans. C'est pour ça que parfois, on ne doit pas parler de résistance, on doit parler de nécessité de temps d'époque pour une diffusion, comme le dit si bien Bruce Lee, j'aime cette phrase, Be a water, my friend. Donc, sois comme de l'eau. Comme de l'eau. Bon, voilà. Quand il y a de l'eau dans une bouteille, c'est la bouteille qui devient eau quelque part. Voilà. Donc, et l'eau devient bouteille. Quand c'est dans un verre, c'est l'eau qui devient le verre. Et donc, finalement, épouser toutes les mentalités va permettre, sur 11 ans, d'avoir une diffusion et sur 33 ans, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc, finalement, les changements s'opèrent sur un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, personnellement, les conférences que j'organise, je les fais depuis 2009. Donc bien avant, dans la médecine du sport, c'était 2006, 2007, et dans le domaine de l'orthomoléculaire, 2009. Et donc, vous voyez qu'il y a eu chaque 11 ans une nouvelle étape. Et on est en seconde étape. On était président d'une société savante nationale. Maintenant, on est président d'une société savante internationale. Et donc, la diffusion se fait graduellement. Et c'est ça, ce qui permet la levée de la résistance, c'est la non-quête, c'est-à-dire ne pas être en quête de résultats immédiats. Voilà, ne pas être en quête du nombre et plutôt chercher la qualité de la formation. Et comme ça, les choses vont évoluer graduellement, mais dans le bon sens, et c'est ça qui est important. Au service du patient, au service du citoyen, de la nation et de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Ilyes. Justement, donc je finis sur cette belle invitation à l'expansion, cette belle invitation justement à l'accueil du changement et des changements des paradigmes. Ça prend du temps. Toute installation d'une nouvelle culture, de nouveaux regards et de nouveaux paradigmes prend le temps et l'espace nécessaire pour qu'elle s'installe. Et donc, nous, on est avec les participants, avec les patients, avec les personnes qui nous regardent aussi, nous sommes des acteurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre à cette expansion et à cette ouverture vers une place beaucoup plus respectueuse à l'humain par rapport à sa santé physique ou sa santé globale. Donc voilà, je rappelle, oui, vas-y. Tout à fait, et c'est un message qui est très profond et il est important d'aller dans ce sens parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité et que le changement s'est déjà opéré
mais il faut laisser le temps euh, euh, à une mise en place. C'est comme une barque ben, qui va, qu'on pousse comme ça en bord de plage pour aller ben, vers la mer. Au début, elle y va en titubant, donc il faut tenir l'équilibre. Mais après, ben, elle y va sereinement. Et donc, Tout à je me fait. souviens ben, des journées de Tunis organisées, c'était en février 2022. D'ailleurs, pour moi, j'avais commencé, je pense, du 22 février au 24 février 2022, donc 22-02-2022. Et c'était un événement exceptionnel parce qu'il y a eu ben, des gens des îles Martinique, d'Europe, d'Afrique du Nord, de partout. Et ça nous a permis cet échange. Et donc, on est là, une seconde étape, comme ça, 4 ans après, pratiquement. Et voilà, c'est une certaine maturité, un peu plus de profondeur, un peu plus de pratique, un peu plus d'efficacité qu'on va essayer de partager. Et c'est dans ce sens qu'on vous invite du 1er au 2 mai à Tunis, voilà, pour ces 2 journées qui vont être certainement impactantes dans la vie des thérapeutes ou des personnes conscientes qui vont participer. Et je souhaite à tous la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le 1er et le 2 mai à Tunis, les enseignements du docteur Ilyes Parly. Il reste encore la possibilité de s'inscrire. Toutes les informations sont sur la page. N'hésitez pas ou à venir s'inscrire ou à partager auprès des personnes que de votre entourage parce que Voilà. chacun de nous justement est aujourd'hui responsable par rapport à sa présence dans cette dynamique-là. Donc merci à tous, passez une excellente fin de semaine et à mardi prochain, Inch'Allah. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à tous. Merci Elias, bonsoir. Merci. Merci Aïda.